tous. Je suis François Dessart, je suis professeur de SVT dans un lycée en Haute-Savoie et je suis doctorant en didactique des sciences dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire S2HEP. Et je travaille sur un autre objet médiatique un peu particulier, à savoir ce que j'ai appelé la médiation géologique de terrain. Voilà, alors je remercie la FPSVT de me donner la possibilité de présenter le travail que je fais. Puis je remercie également, entre guillemets, mon cobaye, un des cobayes que j'ai enregistré sur le terrain, à savoir Thierry Grand, qui a accepté d'être enregistré, et puis que je travaille sur son discours, et que je puisse l'analyser de façon critique, ce que je vais vous présenter. Alors, je vais le mettre en grand écran. Alors, ça marche, hein. Alors, les situations que j'étudie, c'est des situations que vous devez connaître, parce qu'elles sont, Eric en a parlé tout à l'heure, ce sont des situations qui sont devenues habituelles dans l'enseignement des SVT, à savoir de la géologie de terrain. Alors, ce n'est pas une situation scolaire que je vais vous présenter, parce que dans mon corpus, j'ai constitué j'ai fait des enregistrements d'un public un peu particulier, à savoir ce sont des retraités qui vont à l'université, vous connaissez, hein, ces prestations qui sont proposées dans le cadre de l'université interâge, l'université du troisième âge, etc. Et donc, c'est une situation un petit peu particulière, mais qui me permet un éclairage sur les situations scolaires. Cette situation, c'est un médiateur en géologie qui va parler de géologie sur le terrain face à un public. Et ce public, il est présent avec ses chaussures de marche, vous voyez les parapluies quand les situations ne sont pas bonnes, pour venir écouter un discours face à un réel particulier qui est le réel de terrain. Alors, dans ces situations-là, moi, ce qui m'a intéressé vraiment, c'est d'étudier le discours, précisément le discours verbal, principalement, du médiateur. Et les questions que je me pose par rapport à ce discours, globalement, c'est le recours au récit. Eric a évoqué tout à l'heure, on utilise un cadre théorique assez fort qui dit que de la narration, il y en a dans toutes ces situations de médiation. Et donc, moi, je veux voir comment le récit va participer à faire de la géologie historique dans le cadre de ces situations. Alors, il y a deux questionnements principaux. En gros, comment le récit va permettre d'organiser les événements dans l'espace et dans le temps. Donc, en gros, reconstituer une histoire. Et puis, comment le médiateur va pouvoir problématiser les événements, c'est-à-dire pas s'en tenir simplement à raconter une histoire. Donc, il y a un enjeu une histoire doit être reconstituée, positionner des événements, les organiser dans le temps, mais il y a aussi aller au-delà, ne pas s'en tenir à une histoire qui répondrait simplement à la curiosité, qui serait, on pourrait appeler ça une histoire-solution, ad hoc, c'est-à-dire que ça fonctionne bien, ça a l'air d'aller, mais ça ne va pas plus loin. Et donc, il y a besoin de problématiser, de rendre les événements plus solides les uns par rapport aux autres le long de cette histoire. Alors, la situation que je vous propose d'analyser, c'est une situation d'un médiateur, Thierry Grand, qui amène un groupe de retraités, passionnés, plus ou moins par la géologie, dans le massif du Sorayé, je ne sais pas si vous connaissez, dans les Alpes, dans les massifs des Écrins. C'est un éperon granitique, et donc l'objectif est de comprendre un peu l'histoire de cette aiguille de granit, qui s'appelle l'aiguille d'Ibona. Et donc le médiateur va proposer une histoire qui va raconter devant le refuge qui se trouve au pied de l'aiguille. Alors, je vais vous mettre ce synopsis du récit. Donc, le médiateur va présenter toute son histoire et va l'architecturer sous la forme d'un linéaire qui correspond en fait à le storytelling de ce qu'il a raconté. Évidemment, la structure, elle est linéaire, puisque ça s'est déroulé dans le temps. Le granit de la Dibona, qui est une roche présentée comme étant magmatique, qui date de l'orogénèse hercynienne, ce granit a été surélevé pendant l'orogénèse alpine, il a été fracturé et érodé pour donner l'éperon granitique actuel. Et donc, le médiateur, il va faire, le long de ce discours, il y a deux axes principaux.
une partie où il va construire progressivement cette aiguille d'Ibona comme étant un éperon granitique, un objet géologique. Il va remonter dans le temps pour comprendre tout ça, puis ensuite il va relire toute la chronologie des événements depuis l'origine de la Dibona jusqu'à la Dibona actuelle. Et donc, moi, j'ai analysé ce discours-là en essayant de comprendre un petit peu le statut de cette remontée dans le temps, quel rôle ça tient dans le récit qui se construit, et puis la chronologie des événements qui n'est pas construite pareil, quel rôle ça tient dans ce discours. Alors, si on va un petit peu plus loin, sur quoi je vais m'appuyer pour analyser tout ça ? On est sur le terrain. Il va falloir utiliser les objets de terrain, les objets qui sont sur le terrain. Il s'agit donc de construire ce qu'on appelle un réel de terrain, c'est-à-dire qu'il faut que ce réel, il prenne du sens. L'objectif étant de donner un sens géologique à ce que l'on a sous les yeux. Donc le médiateur, il va construire un certain nombre d'indices. Ces objets qu'on a sous les yeux, il faut que ça devienne des indices, c'est-à-dire des témoins d'un processus géologique. On peut aussi dire que ça doit acquérir la caractéristique d'archive, c'est-à-dire que ça positionne ces indices dans le temps, ça révèle une époque particulière, ça s'est produit à un moment particulier par rapport à d'autres moments différents, et donc il s'agit de construire des objets géologiques. Or, ce que le public a sous les yeux, ce n'est pas des objets géologiques. Au début, sont ce qu'on pourrait appeler des objets premiers, c'est les objets du monde perceptible. L'aiguille d'Ibona, c'est un truc pointu. Et donc il va falloir faire autre chose que voir ce truc pointu, il va falloir construire cet objet comme étant un objet véritablement géologique. Donc en gros, on pourrait symboliser ça, la Dibona qu'on a sous les yeux, il va falloir progressivement, grâce au discours du médiateur, que ça devienne un éperon granitique avec ce que ça suppose de la compréhension du processus qui permet de construire une pointe de granit dans le paysage. Donc il y a une construction comme indice, c'est un élément, un objet qui va traduire un processus qui s'est produit, mais c'est aussi un objet qui va traduire quelque chose qui s'est produit à une époque. Il y a une dimension temporelle supplémentaire dans cette dimension-là. Donc, comment on va faire ? Le médiateur, il utilise assez naturellement l'actualisme, qui est un principe très fort pour construire des phénomènes et apporter des explications aux phénomènes géologiques en cause, mais il faut aussi raconter une histoire. Et il y a une dimension temporelle importante. Et il va y avoir une articulation entre ces deux éléments. On va donc permettre à ce moment-là au public, a priori, de passer d'un objet qui est plutôt dans son univers perceptible à un objet véritablement géologique. Si on va un petit peu plus loin, il ne s'agit pas simplement de construire ces objets puis de les poser dans le temps. Il s'agit aussi de comprendre les relations que ces différents événements vont avoir dans le temps. À savoir, première chose, que l'histoire géologique, il faut la construire de façon cohérente dans sa linéarité, selon le fil du temps. Alors je m'appuie sur Whewell, qui est on peut dire un philosophe des sciences historiques. Il dit que l'enjeu, il est de construire une histoire réelle par rapport à une histoire possible. Et on met en tension à ce moment-là ce qui relève de l'événement, on pourrait presque dire de l'événementiel, avec quelque chose qui s'est produit dans le temps, par rapport à une histoire possible que l'on pourrait raconter en s'en tenant simplement au phénomène géologique, un petit peu en dehors du temps. Stephen Jay Gould nous dit que si on veut construire cette histoire géologique, il faut user de narration, il faut utiliser le récit, il ne faut pas s'en tenir à des méthodes qu'on emprunte des sciences dures. La méthode expérimentale pour faire de la géologie historique, ce n'est pas très opérationnel, même si, par ailleurs, elle peut être nécessaire, bien évidemment. Mais ça n'est pas suffisant. Et puis, si on regarde dans le détail, si on veut reconstituer cette histoire, il va falloir la remonter dans le temps. Et donc ça suppose une logique rétrospective. Donc Denise Orange-Raffachoil a présenté ce modèle qui permet de remonter l'histoire en allant rechercher les événements qui deviennent nécessaires les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire que les événements vont imposer des conditions qui vont permettre que les événements ultérieurs puissent se produire. Et donc ça, on ne peut le comprendre qu'en prenant l'histoire à l'envers. Et donc ensuite, on va pouvoir construire les événements véritablement. Des phénomènes en étant à la recherche plutôt du mécanisme, alors qu'on peut aussi construire les événements en étant plutôt respectueux de l'ordre
dans lesquels ils vont se succéder dans l'histoire. On mobilise l'actualisme et on mobilise cette lecture rétrospective, la rétrodiction. Si on essaye de comprendre ça en suivant par exemple ce que dit Paul Venn, c'est un historien, on a besoin de bien maîtriser ce que c'est que le phénomène. Un phénomène, c'est quelque chose qui est répétable. Les phénomènes sont répétables, ils sont prétexte à découvrir une loi. Donc on est plutôt face à une généralisation possible de ce que l'on voit ou de ce que l'on construit. Les événements, eux, ils sont intéressants comme individualité. Et ils sont intéressants par eux-mêmes et pour eux-mêmes. On prendra comme définition contraignante des événements qu'ils sont uniques, ils sont irrémédiables une fois qu'ils sont produits, ils sont imprédictibles, ils sont nécessaires et ils sont contingents. Et à partir de là, moi je vais analyser comment on peut, dans le discours d'un médiateur, construire cette histoire faite d'événements. Alors, si je m'appuie sur le modèle de Denise Orange-Ravachol, on est obligé de partir d'un événement accompli, dont on a des traces, dont on trouve des traces, et que l'on a construit comme tel, qui s'inscrit dans des temps linéaires, et on va remonter le temps par ce que l'on appelle un processus narratif qui s'appelle l'analepse, qui ressemble, pour faire simple, au flashback. On revient en arrière, on va à la recherche de l'origine de quelque chose, d'un événement, d'un fait. Et on va donc rechercher un événement D qui va lui être, à ce moment-là, nécessaire, parce que l'on ne va pas s'en tenir qu'à une causalité qui permettrait de comprendre le mécanisme, mais aussi à une nécessité. C'est-à-dire que l'on va au-delà de la recherche du mécanisme, on va plus loin, c'est-à-dire qu'on va chercher les raisons d'exister de l'événement. Alors à partir de cette construction, eh bien, on peut analyser le discours en suivant ces questions qu'on se pose. Comment le médiateur il organise la concordance des événements, comment ça va s'organiser dans son discours, comment il va articuler l'enquête de terrain, c'est-à-dire jouer avec les objets de l'endroit, et puis ces analepses qu'il va faire dans son discours, c'est-à-dire tous ces flashbacks qui va le pousser à aller chercher en arrière, et puis comment il va, par l'analyse, par la mise en récit, analyser la situation et construire son histoire, mais pas simplement comme une histoire solution qui va juste répondre à une curiosité, qu'est-ce qui s'est bien passé? Il faut aller chercher plus loin. Donc voyons cela. La première chose qui m'intéresse, c'est de voir en quoi les analepses, ces fameux flashbacks-là, ils enclenchent la tension narrative qui est nécessaire dans tout récit, mais qui permettent de fouiller le passé. Alors, on va écouter un tout petit moment le médiateur qui va vous parler donc, de ce granit. On est juste au moment où il va engager une analepse importante à la recherche d'où vient ce granit, qu'est-ce qui a bien pu le mettre en place. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce granit, il s'est formé au début de la deuxième moitié de ce qu'on appelle, nous en géologie, l'ère primaire. Donc déjà, quelque chose d'important, ce granit, il est dans les Alpes, aujourd'hui, mais il s'est formé bien avant la formation des Alpes. Ok? Alors ça, c'est une grande différence qu'on a, par exemple, entre les Alpes et l'Himalaya, parce qu'en Himalaya, on a des granites qui se sont formés pendant la formation de l'Himalaya. Mais à part un exemple très précis à la frontière Italie-Autriche, tous les granites qu'on a, nous, dans nos régions, ne se sont pas formés lors de la formation des Alpes. Donc il faut chercher une histoire bien plus ancienne, puisque les Alpes, ici, se sont formées, je dirais, principalement durant l'ère tertiaire, c'est-à-dire il y a un peu moins de 60 millions d'années. Ce granit, il n'a pas 60 millions d'années, il a 320 à 280 millions d'années. On est au début de la deuxième moitié de l'ère primaire, il y a très longtemps. Alors les géologues se sont penchés. Qu'est-ce qui s'est passé au début de la deuxième moitié de l'ère primaire? Alors ça va être toujours lié à ça, hein. Et ils se sont rendus compte que, à cette époque-là, on avait sur notre planète une gigantesque montagne qui venait de se former. Donc, vous le voyez, on l'a bien le récit là aussi. Hein. Avançons. Comment j'ai analysé ça?
c'est bon. Donc j'ai récupéré quelques éléments de cette petite séquence, et puis on va les analyser. Moi, qu'est-ce que j'ai remarqué d'important là-dedans? Donc déjà quelque chose d'important, ce granit, il est dans les Alpes aujourd'hui, mais il s'est formé bien avant la formation des Alpes. Donc on remarque déjà qu'il y a un appui sur le réel de terrain qui est relativement distant, d'autant plus que dans la situation, le médiateur s'est retrouvé à l'intérieur du refuge parce qu'il faisait très froid, et donc on était à l'intérieur du refuge, à parler d'un réel de terrain qui était assez difficile à observer et à analyser, s'il était à l'extérieur, au pied de la Dibona, on ne voit pas très bien la Dibona. Mais bon, c'était l'objet de la discussion quand même. Et puis, mais il s'est formé bien avant, on voit que le médiateur, il engage ici une analepse, c'est-à-dire que voilà, il commence à préparer le terrain pour pouvoir faire ce saut en arrière à la recherche de l'origine de ce que l'on a sous les yeux, enfin ce qui est dans le paysage. Donc les analepses, c'est quelque chose qui est assez facile à repérer dans le discours, et on voit que c'est quelque chose de très pratique pour construire ce discours qui fouille le passé. Il va un petit peu plus loin, le passage suivant, ce granit, il n'a pas 60 millions d'années, il a 320 à 280 millions d'années, on est au début de la deuxième moitié de l'ère primaire, il y a très longtemps. On voit le soin particulier que le médiateur a de reformuler, de construire son discours pour bien faire comprendre, pour finir par dire il y a très longtemps, comme ça on se fait peut-être plus facilement une idée. On a une mise en tension ici, c'est-à-dire qu'on oppose ce temps de 60 millions d'années qui serait supposé, alors qu'en fait, les chiffres nous donnent que c'est 320-280 millions d'années. Et donc, on a une mise en tension qui relève de la problématisation. Là, on va poser le problème. C'est 60 millions d'années ou c'est 320 millions d'années? Et donc, on engage par là une intrigue qui relève de la narration ici, par mise en tension de ces deux époques. Et puis, on a cette confrontation, entre temps hercynien et temps alpin, et donc voilà, c'est l'enjeu un peu de l'explication de cette Dibona dans le paysage. Si on va un petit peu plus loin encore, il nous dit, alors les géologues se sont penchés, qu'est-ce qu'il y a eu au début de la deuxième moitié de l'ère primaire? Ils se sont rendus compte que l'on avait à cette époque-là sur notre planète, on avait une gigantesque montagne qui venait de se former. Qu'est-ce qu'on repère là-dedans? Alors les géologues se sont penchés. Alors ils se sont mis à plusieurs et puis ils se sont penchés. On voit qu'il y a une scénarisation du récit. Et ici, on a quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire dans l'histoire. On a un autre récit, c'est-à-dire qu'on ne raconte pas l'histoire de la Dibona, on raconte l'histoire des géologues qui racontent la Dibona, ou enfin qui se sont penchés pour raconter l'histoire de la Dibona. Et donc, on est dans plutôt une histoire de la découverte. Donc on a un récit dans un récit de la découverte qui s'invite dans le récit que construit le médiateur. Et puis on a toujours ce risque avec les découvertes de faire un effet eureka, c'est-à-dire qu'ils se sont penchés, et puis ils ont découvert que il y avait une montagne qui s'était formée. Donc on n'est pas là dans une histoire qui est en train de se construire, on est dans une histoire qui est en train de se découvrir. On n'est pas tout à fait dans une approche scientifique, on est dans quelque chose d'un petit peu différent. Qu'est-ce qu'il y a eu au début de la deuxième moitié de l'ère primaire? Alors on a un questionnement quand même qui se met en place ici. On est dans cette forme de narration partagée, on fait poser la question, enfin le médiateur pose la question en même temps qu'il fait se poser la question au géologue. On est dans l'analepse, on va aller chercher en arrière. Et puis on n'est pas véritablement dans une problématisation ici parce que on voit que la question, elle ne s'articule pas à partir d'éléments qui sont en tension, on est plutôt juste en train de poser une question de curiosité. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et on n'a pas les éléments qui permettent d'aller plus loin. Le troisième élément, se sont rendus compte. Alors, se sont rendus compte, c'est-à-dire qu'ils ont dû tomber sur quelque chose, si on suit bien le discours du médiateur, qu'il y a une histoire, ils ont découvert l'histoire. Ils n'ont pas construit cette histoire, ils l'ont découverte. Comme si cette histoire, elle était déjà écrite, et qu'il suffisait de regarder bien dans les roches, et puis pour que les roches, elles nous racontent cette histoire. Bien évidemment, il ne suffit pas de regarder des roches pour reconstituer l'histoire. C'est bien plus compliqué que ça. Et donc on a cette tension entre l'histoire déjà écrite et l'histoire en construction qui se pose là. Si on va un petit peu plus loin, on pourrait penser, donc je vous propose un schéma dont je pourrais vous reparler si vous me posez des questions de détail. EA, et c'est l'événement accompli. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait le médiateur? Il est parti du présent, il a été fouillé dans le passé, un événement qu'il considère comme accompli, puisqu'il peut travailler dessus.
Et il a fait un flashback, il a été chercher l'origine de quelque chose qui s'est produit, et puis il repart dans le sens du temps qui passe, le temps linéaire, et d'une histoire que l'on appelle chronotrope, c'est-à-dire qui suit une construction dans le temps habituel, humain, c'est-à-dire que les événements se suivent dans le temps du présent vers le futur, ou du passé vers le présent qui se continue vers le futur. Mais on occulte cette dimension qui est aller chercher ce qui a bien pu apporter cet événement. On ne sait pas ce qu'il y a avant, on l'occulte. Pourtant, il avait les éléments, ce médiateur, hein, il les a apportés, ces éléments, mais ils ne sont pas construits ici. Donc ça, c'est une première approche. La conclusion de cette partie, c'est que on mélange des flashbacks et des chronotropes dans ces situations-là. C'est dû à quoi, ça? Probablement le besoin d'une histoire formelle. Donc, en gros, moi, j'analyse bien le discours, hein, j'analyse pas vraiment ce médiateur qui est quelqu'un qui a une très bonne réputation dans les Alpes pour faire des... Il a une très bonne réputation, beaucoup de monde vient l'écouter. Et donc, malgré tout, c'est probablement qu'il doit répondre à un certain nombre de contraintes et qu'il y parvient. Et que son discours, il est apprécié. Donc, il y a probablement plein d'autres enjeux. Mais en tout cas, ce que vient chercher le public, c'est peut-être une histoire formelle. Et il répond à cette histoire formelle, il semblerait. Il y a une tendance à ce que l'on appelle l'histoire à Beauvau, c'est-à-dire on revient au début. On n'essaie pas forcément de construire l'histoire progressivement. Il y a cette tendance à revenir tout au début de l'histoire, comme s'il fallait raconter depuis le début et puis reprendre le chronotrope. Et puis il y a une tendance à privilégier une histoire solution, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est d'apporter l'histoire sans rien oublier, et puis pas forcément en apportant les éléments qui justifient qu'une telle histoire soit construite. Si on va un petit peu plus loin, on va pouvoir se rendre compte que dans ce discours, il y a aussi une confusion qui vient s'installer entre les phénomènes et les événements. Éric en a déjà parlé dans ce qu'il a évoqué dans le docu-fiction. Il y a cette difficulté-là, quand on a un recours au récit, de confondre phénomènes et événements. Alors par exemple, dans cet extrait-là, qui va un petit peu plus loin, où vous avez donc Thierry Grand qui est avec un petit panneau blanc où il a fait quelques schémas et puis il utilise ses mains pour montrer des mouvements d'objets géologiques que sont les plaques. Eh bien, il dit, une gigantesque montagne a surgi en plein milieu de ce continent, la Pongée, et cette chaîne de montagnes qui allait des Appalaches à l'Oural, c'est la chaîne hercynienne. On est là dans un modèle qui nous présente quelque chose qui fonctionne, mais on a une confusion entre les temps du modèle et les temps longs géologiques. On est peut-être dans ce même phénomène de raccourcissement des temps longs. On sait que c'est problématique, les temps longs en géologie. Et donc on préfère utiliser les temps du modèle, c'est-à-dire qu'on, dans le modèle, on est dans des temps courts qui se passent sur le papier ou sur le tableau blanc, et on simplifie le temps et l'explication avec cette organisation-là dans le récit. Et donc c'est un récit qui raconte un modèle, mais pas une histoire géologique. Alors, ça ne veut pas dire que c'est faux ou que c'est pas bien, mais du coup, on a cette difficulté-là avec les temps longs. Un autre exemple, donc si vous voulez, il va un petit peu plus loin dans son explication, vous aviez un continent ici, et vous en aviez un qui est passé par-dessous ici, et quand ça s'est bloqué, le continent qui est dessous est revenu à l'horizontale, et donc vous vous êtes retrouvé avec quelque chose qui a fait ceci. Alors ça doit évidemment vous paraître un peu flou, mais vous comprenez bien qu'il est en train d'utiliser ses mains pour déplacer des objets géologiques. Alors les mains sont pas trop pour montrer comment ça se passe, mais on est dans un mécanisme, hein, et par-dessous ici, puis quand ça s'est bloqué, qu'est-ce qu'on a là? On a un modèle qui fonctionne, et puis on fait fonctionner ce modèle, et puis du coup on est plus dans une explication fonctionnaliste. On est plus dans une explication fonctionnaliste d'un mécanisme qui est en train d'être décortiqué, mais on fait fonctionner quelque chose. Là, le médiateur, il fait fonctionner quelque chose. Il fait fonctionner sa tectonique des plaques sur un schéma qu'il a fait sur son tableau blanc. D'accord? Et donc, le mécanisme l'emporte sur l'histoire. Ce qui compte là, d'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas d'élément de temps. On n'est pas dans le temps. Alors évidemment, il est quelque part, ce temps. Hein. Mais en gros, ce qu'on pourrait dire, c'est que le temps, il préside, mais il ne gouverne pas. Il est là, il est tout en haut, il a dit, voilà, en gros, c'est comme ça que ça se passe, mais il ne gouverne pas les événements ne se succèdent pas. Ça se succède d'une façon mécanique.
et je vais terminer sur ce dernier aspect, eh bien, une montagne, une fois qu'elle s'est soulevée, il n'y a plus qu'une chose qui peut lui arriver, c'est d'être grignotée par l'érosion. Bon, mais là, il y a un problème, c'est qu'il n'y a plus qu'une chose qui peut lui arriver, bah oui, dans le modèle. Dans le modèle, il n'y a plus qu'une chose qui peut lui arriver. On pourrait presque dire que là, on est dans une forme de rétro-prédiction, c'est-à-dire que le médiateur va en arrière pour prédire quelque chose qui se produirait dans le futur, mais qui reste quand même un passé par rapport à nous. Donc, c'est une sorte de bidouillage dans le temps, mais dans le temps du modèle. Donc, on fait fonctionner le modèle, là aussi. Et ben, ça a un problème, c'est que ça tue la contingence. Ça tue le fait que les événements, ils auraient très bien pu se passer autrement. Et cette aiguille d'Ibona, il y a probablement des conditions très particulières qui ont fait que on se retrouve à quelque chose de pointu. Si les conditions n'avaient pas été les mêmes, tout en restant dans une explication avec les mêmes éléments du modèle, si l'érosion ne s'était pas produite de la même façon, on n'aurait pas obtenu la d'Ibona. Et donc on n'est pas dans une histoire unique qui raconte la d'Ibona, on est dans une sorte de modèle qui pourrait expliquer une histoire possible qui aurait conduit à un tel éperon granitique. On pourrait expliquer ça de cette façon, je reprends mon schéma, on a été en arrière pour rechercher un événement accompli dont on a des traces, et puis on repart dans le chronotrope en se disant que ben là, cette flèche, c'est l'érosion qui a affecté la d'Ibona. Si on s'approche bien, on se met à l'intérieur de ce modèle, on a la possibilité d'avoir plein de cas de figure. L'érosion, elle peut se produire de plein de façons différentes. On peut imaginer que l'aiguille d'Ibona, elle est l'un de ces événements. Et donc, ben, on pourrait dire, voilà, c'est cet événement qui a été construit comme étant celui qui a amené à une aiguille d'Ibona unique. Donc, à l'intérieur de ce modèle, il faudrait qu'on puisse quand même conserver la contingence, et ça, c'est la démarche historique qui le permet. Et donc, cette contingence, elle amène à quoi? Elle amène à imaginer que parmi les explications possibles, il y a celle qui conduit à la formation de la d'Ibona. Et c'est une histoire unique, la d'Ibona. Il n'y en a pas deux d'Ibona dans le monde. Je conclurai. Deux choses. Principalement, la médiation géologique de terrain, le discours, il est riche, il y a beaucoup de choses. Par le récit, on peut faire beaucoup de choses, mais l'épistémologie de la géologie complique beaucoup. C'est-à-dire que la géologie, elle est contraignante dans ce cas-là, et notamment par les temps longs. Alors ça se met en scène difficilement. Première chose, on peut quand même rappeler qu'il y a une puissance explicative de l'actualisme. L'actualisme, il est relativement accessible, avec le risque qu'on ait recours à un actualisme naïf, de simple analogie, et puis du coup, ben, ça constitue un obstacle. À mal l'utiliser, l'actualisme, on fait un peu tout et n'importe quoi. Quand on utilise cet actualisme dans le discours, ça peut poser un problème vis-à-vis de cet obstacle de l'approche naïve. L'obstacle temps long, ça pose à rester plutôt sur les temps du modèle, qui sont plus faciles d'accès, plutôt que d'essayer quand même de dompter ces temps longs avec une succession d'événements. Le risque d'une histoire déjà écrite, c'est-à-dire qu'on s'en tient à raconter quelque chose de déjà écrit, plutôt qu'à essayer d'élaborer une construction historique. Et puis, il y a quelque chose qui est probablement très important, que je suis en train d'étudier, mais sur lequel je ne vais pas beaucoup m'étendre aujourd'hui, c'est la recherche de légitimité. Le médiateur, son statut de médiateur lui donne peut-être pas toute légitimité, et donc il utilise dans son discours des éléments qui vont construire sa légitimité face à son public. Et donc c'est peut-être pour ça qu'il utilise plutôt des phénomènes scientifiques que des événements, parce que le phénomène scientifique, il renvoie à ce que l'on connaît habituellement de la science. Et ça fait ce qu'on appelle un effet vitrine, c'est-à-dire, voilà, ça se pose comme scientifique. Parce que le récit, intuitivement, les gens pourraient croire que ce n'est pas du tout un objet, ni un outil de science. Et pourtant, ça pourrait bien. Et donc, ben, du coup, moi je suis persuadé qu'on peut on peut utiliser le récit vraiment comme un outil scientifique. Alors, dans le cadre scolaire, eh bien, on peut imaginer que le récit, il permet
d'engager des élèves dans un travail de problématisation en ayant recours à l'intrigue. Notamment pour pas simplement s'en tenir à une histoire solution. L'histoire, elle ne vient pas comme une réponse simple à une question de curiosité. Elle vient pour répondre à une exigence de construction historique. Ça permettrait notamment de travailler sur l'articulation entre phénomènes et événements. Un travail qu'a beaucoup mené Denise Orange, et qui, dans le cadre du récit, prend toute son ampleur. Parce que dans un récit, ce sont des événements qu'on mobilise. Mais en géologie, on ne peut pas mobiliser que des événements, c'est pas possible. On a besoin d'une explication qui relève du fonctionnalisme, que l'on fouille grâce à la recherche des phénomènes. Et donc, on est un peu dans cette tension entre le réel et le possible, entre le phénomène et l'événement. Et puis enfin, voilà, les fonctions exploratoires du récit, il faut s'engager dans une recherche des possibles, notamment en travaillant, par exemple, j'en ai pas beaucoup parlé, mais notamment sur la fiction, pour essayer d'imaginer ce qui pourrait être imaginé en dehors du modèle. Parce que le risque, c'est de s'en tenir à ce que l'on sait déjà et de voir dans le réel de terrain quelque chose que l'on sait déjà. Et donc, on va contraindre ce que l'on a sous les yeux à être ce que l'on veut que ce soit. Et non, il faudrait pouvoir aller au-delà. Il faudrait pouvoir imaginer des choses qu'on n'a pas encore imaginées. Le récit est probablement un bon outil. Voilà, j'ai terminé. J'ai probablement été un peu long, mais comme tout le monde a été long, j'en ai profité aussi. Voilà, j'ai écrit un article avec Eric que vous pourrez aller voir sur Internet. On peut le trouver à cette adresse-là. Je vous remercie.